Mathieu Bock-Côté. Il réveille les esprits endormis. Alors, nous avons aujourd'hui, formule spéciale, notre ami Emmanuel Latraverse n'est pas des nôtres, mais nous ne serons pas mal accompagnés car Jean-François Lisée se joint à nous. Jean-François Lisée, bonjour. Mathieu Bock-Côté, bonjour. Alors, au sujet, au programme aujourd'hui, une question qui sent bon, je dirais, le péquisme des années 70 et même l'indépendantisme de la fin des années 60. La question d'un dollar québécois, d'une piastre québécoise. On n'avait pas l'habitude de parler de ça trop souvent, mais Régis Labaume, l'homme, le grognon qui se prend pour un sage, a décidé de ramener le débat ces derniers jours et tu as écrit sur ça, je voulais t'entendre. Jean-François, vas-y. Oui, en effet, il en a parlé parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, l'an dernier, en marge du budget de l'an 1 qu'il avait publié, avait évoqué la possibilité que dans ce nouveau cycle vers l'indépendance, donc le troisième cycle vers l'indépendance de notre vivant, ce serait peut-être la monnaie québécoise plutôt que canadienne qui serait proposée par un parti québécois au pouvoir. Et c'est effectivement une rupture par rapport à ce que Jacques Parizeau avait proposé en 1995. Lui disait qu'on gardait le dollar canadien. Et René Lévesque, en 1980, qui disait la même chose. Quoique, moi, j'ai encore dans ma chambre d'adolescent les fameuses piastres à l'évêque que distribuaient les fédéralistes dans les années 70, qui montraient que si le Québec devenait indépendant, le dollar québécois ne vaudrait plus que 75 cents américains. Puis ça, c'était avant que le dollar canadien ne vale plus que 66 cents américains au début des années 2000. Et on se réveillait un matin, on se dit quoi? Est-ce qu'on est déjà séparés? Est-ce que le dollar est déjà à 66 cents? Bon. Alors, quoi qu'il en soit, Régis pose la question, pour qui se prend-il finalement ce Paul Saint-Pierre Plamondon? N'est pas Parizeau qui veut. Et effectivement, nous sommes... Alors, je lui ai répondu, moi j'aime bien Régis, y compris dans ses outrances, parce qu'il, comme j'écris dans mon texte du Devoir hier, il a la dent dure généreuse. Il est avec tout le monde, les libéraux, les caquistes et le Parti québécois, quoi qu'il en soit. Et je souligne qu'il a au moins clarifié une chose dans cette chronique, c'est qu'il est indépendantiste. On savait qu'il l'avait été dans le passé, il avait déjà été candidat à l'investiture péquiste à Québec dans le siècle dernier, mais là, c'est en tant qu'indépendantiste qu'il s'inquiète de ce changement-là. Alors, entre indépendantistes, je dis, bon, Régis, je vais te rassurer, parce que moi aussi, j'avais fait cette réflexion lorsque j'ai fait ma course au leadership en 2015, et j'ai consulté M. Parizeau, qui était toujours parmi nous, et je lui ai dit, écoutez, avec le nouveau contexte, parce qu'il y a des économistes qui disent que maintenant, la crise de l'euro a démontré que avoir une monnaie commune lorsqu'on était à la périphérie, comme les pays méditerranéens, le Portugal, l'Espagne, sans parler de la Grèce, c'est peut-être contre-productif pour certaines économies. Et donc, ça a obligé même l'Allemagne à obliger Bruxelles à dire, bon, à partir de maintenant, au nom de la stabilité d'une monnaie commune, tous les pays européens devront montrer leur budget national à Bruxelles. Alors, ça veut dire que dans un Québec indépendant, notre ministre des Finances irait à Ottawa pour montrer notre budget au nom de la stabilité de la monnaie commune. C'est quand même, comme indépendantiste, c'est quelque chose qui heurte mon esprit. Bon. Et deuxièmement, ce qu'on a vu, c'est que au cours des 30 dernières années, lorsque des pays comme l'Argentine, l'Équateur ou d'autres ont voulu associer leur monnaie au dollar américain, les spéculateurs on dit, là, on va faire beaucoup d'argent avec ça parce que ce lien-là n'est pas très robuste. Donc, on va faire beaucoup d'argent en faisant craquer ces pays-là, en jouant sur leurs obligations, par exemple, pour les forcer, dans la crise, à ne plus se lier sur le dollar américain et avoir leur propre monnaie. Alors, j'ai dit, M. Parizeau, et j'étais très hésitant. Je dis, s'il fallait que je prenne cette position-là et que Jacques Parizeau sorte puis dise, M. Lisée, il ne sait pas de quoi il parle, etc. Parce que M. Parizeau, c'est pas seulement un économiste, et il était très féru de politique monétaire. Puis moi, on m'a dit que s'il n'avait pas décidé de consacrer sa vie à l'indépendance, il aurait été un jour soit président de la Banque royale du Canada ou président de la Banque du Canada, où il avait travaillé jeune d'ailleurs, où il avait été remarqué pour la qualité de sa science. Alors, quoi qu'il en soit, M. Parizeau m'a dit, oui, moi aussi, j'en suis là. Et je pense effectivement que...
Si je peux me permettre, c'est pas Vas-y. si nouveau. J'ai souvenir à la fin des années 80. Jacques Léonard, par exemple, une figure qui était au cœur de la vie indépendantiste, disait si c'était de moi, j'irais vers une monnaie de Québec souverain, mais les circonstances font qu'on a une forme de compromis politique là-dessus. Jacques Parizeau a toujours, quand on fait l'histoire de son positionnement, c'était une forme de compromis politique chez lui, la monnaie, le dollar canadien, en disant bon, on est obligé. Les citoyens s'attendent à ça. On est prêt à faire cette concession, d'autant qu'on contrôle le cadre de la masse monétaire canadienne, disait-il à l'époque. Donc, j'ai l'impression que dans l'histoire de la pensée souverainiste, l'idée d'une monnaie québécoise revient en boucle, rarement comme proposition principale, mais c'est pas quelque chose que Paul Saint-Pierre Plamondon a sorti de son chapeau. Effectivement. Donc, puis comme je l'ai dit, dans la toute première mouture, de 68 à 73, sans avoir pris cette position-là, c'était ce qui était présumé. Mais en 80, 60% des exportations québécoises étaient vers le reste du Canada. Et donc, l'intégration économique était totale. Mais ensuite, une des raisons pour lesquelles M. Parizeau et Bernard Landry et René Lévesque, le premier d'ailleurs, étaient d'accord pour un libre-échange avec les États-Unis, c'était pour décanadianiser l'économie québécoise. Et effectivement, ensuite, 66% de nos exportations étaient vers les États-Unis. Et donc, s'il fallait une monnaie commune sur la base de nos liens économiques, ça devrait être le dollar américain plutôt que le dollar canadien. Mais en 95, donc j'étais conseiller de M. Parizeau, et lui considérait que pour assurer la transition à long terme, et moi, pour moi, il n'a jamais évoqué autre chose que ça en 95. Mais de 95 à 2010-2015, ce qui s'est produit aussi, c'est que l'explosion de l'exploitation pétrolière dans le reste du Canada a dopé le dollar canadien à un tel niveau que ça a rendu nos exportations du Québec surévaluées, c'est-à-dire on était trop cher pour les États-Unis, et donc ça a détruit 55 000 de nos emplois manufacturiers. Alors là, ça devenait clair que si on avait eu une monnaie québécoise, on aurait sauvé 50 000 emplois manufacturiers. Mais, alors, je reviens sur l'aspect politique. Les souverainistes, parce que si on fait l'histoire le partenariat, l'association, la monnaie canadienne, ça a toujours été davantage même que d'un argument en soi, c'était une manière de rassurer un électorat qui aime l'idée de souveraineté à condition de l'enrober de protection, soit financière, soit juridique, et ainsi de suite. Est-ce que, de ton point de vue, l'électorat a évolué de telle manière qu'il peut entendre aujourd'hui l'argument d'une monnaie québécoise, ou est-ce que cet argument-là ne plaît pas finalement seulement à la seule base indépendantiste déjà convaincue et n'a pas une capacité de croissance assez limitée? Bon, ça, ce sont deux débats. Hein. D'abord, le débat de qu'est-ce qui est mieux à court, moyen, long terme pour l'économie québécoise. Et M. Parizeau, donc, il me l'avait dit à moi, puis j'étais content de voir qu'il l'avait dit à Jean-Martin Hossan, qui m'a fait ce témoignage, donc qui est dans mon article du Devoir, qui explique il faudrait, dans un premier temps, garder le dollar canadien pendant qu'on absorbe les fonctionnaires fédéraux, les ministères, etc., et ensuite passer à la monnaie québécoise. Donc ça, c'était la position de M. Parizeau dans les années avant son décès. Maintenant, la question de savoir si c'est plus facile ou plus difficile à vendre, ça, c'est le grand argument de Régis Labaume qui dit, écoutez, si on essaie de vendre l'indépendance plus la monnaie québécoise aux Québécois, on va échouer. Donc ça, c'est sa présomption. Moi, ce que je dis, c'est clair que, en un sens, ça augmente le degré de difficulté, mais dans l'autre sens, ça clarifie notre volonté indépendantiste parce que cette histoire d'association, partenariat, la double citoyenneté, la monnaie commune, ça donne l'impression, puis tu as raison qu'une partie de ça, c'est de la saine gestion, puis l'autre partie de ça, c'est tenter d'avoir une majorité, puis d'amadouer les indécis, puis les frileux, mais ça donne quand même l'impression qu'on est des indépendantistes à temps partiel, qu'on est timorés, puis qu'on ne croit pas vraiment à notre projet, qu'on veut avoir, comme disent les fédéralistes, la ceinture et les bretelles. Et si, je pense qu'il y a un gain quand même de clarté en disant l'indépendance, c'est la vraie indépendance, on va avoir notre dollar, on va avoir notre banque centrale, on ne sera plus soumis au pétrole de l'Ouest. Il y a une plus grande cohérence dans la proposition. Maintenant, c'est sûr que c'est un acte de foi parce qu'on ne le sait pas tant qu'on n'a pas tenté cette aventure.
Alors, j'insiste sur la réaction des électeurs. Je traite la question politiquement. Il y a un vieux fonds colonisé, pourrait-on dire, chez les Québécois. Toujours la peur que s'ils veulent pas à côté, ça fonctionnera pas. La peur de la punition des anglophones si jamais les Québécois francophones votent quelque chose. Est-ce que, de ce point de vue, la monnaie canadienne ne demeure pas l'ultime instrument de répression symbolique possible et financière du Canada, en disant, un instant, là, vous regardez ce que vous allez perdre, et les Québécois, en ces matières, leur vieux fonds colonisé risquerait de dominer finalement leur aspiration à la liberté? Ben, il y a deux choses. Bon, d'abord, si on n'a jamais pu faire la démonstration en 80 puis en 95 que le dollar canadien nous nuit. Le dollar canadien est un boulet pour l'économie québécoise. Alors, si on le présente comme ça pour la première fois dans notre discours avec des éléments factuels pour soutenir ça, évidemment, les fédéralistes vont dire, ben, il nous nuit, mais il nous protège, puis il nous nuit pas tout le temps, etc. Mais au moins, on a introduit l'idée que ça nous nuit. Bon. Deuxièmement, il y a un changement de génération, là. Lorsque cette idée qu'on n'est pas né pour le succès, qu'on a peur d'avoir peur, ça, c'est la génération de tes grands-parents, de tes parents, puis toi, tu as encore un peu une part de ton ADN qui résonne à ça. Toi, moins que la moyenne des Québécois, mais quand Je n'ai même. pas l'impression. Les plus jeunes, eux, ont grandi dans un contexte où le succès était non seulement permis, mais normal, l'ambition, la désinhibition, je veux dire, ça ne résonne plus de leur dire qu'ils sont pas capables. Alors donc, ce changement de génération fait en sorte que, une fois que la température référendaire va monter, les jeunes Québécois vont dire, ben là, dites-nous pas qu'on peut pas le faire. Dites-nous que c'est pas une bonne idée, dites-nous n'importe quoi d'autre, mais dites-nous pas qu'on peut pas le faire, qu'on n'est pas aussi bon que les Canadiens anglais. Franchement, même ceux qui ne sont pas nationalistes ne sont pas Canadiens non plus, ils sont citoyens du monde ou des écologistes mondiaux, etc. Mais dites-leur pas qu'on peut pas le faire. Ah ben, Jean-François Lisée, pour ce propos inattendu et convaincant sur une monnaie québécoise, merci infiniment et bonne fin de journée. Merci Mathieu, bonne journée. Bon cognac! Absolument.